Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Étienne, on s'apprête à rencontrer Bruno Blanchet. Je suis curieuse de savoir pourquoi Les Dérangeants voulaient l'avoir comme invité. Ben, je pense que d'entrée de jeu, c'est parce que c'est mon idole de jeunesse. Pourquoi? Moi, c'est quand écoute, depuis le studio, Bruno Blanchet, je le suis, j'aime son humour. Mais quand il y a eu le déclic de partir pendant 1 an autour du monde, et finalement, ce 1 an-là est devenu 7 ans, je le suivais de partout. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est les guerriers de la route, les Road Warriors. Et qui d'autre qu'au Québec qu'on a qui n'a pas embrassé la route autant que Bruno Blanchet? Et donc, l'objectif, c'était d'aller puiser un peu dans son savoir sur comment être un bon Road Warriors comme entrepreneur et s'adapter dans les différentes cultures. Donc, on a vraiment l'expert avec nous et aussi un foutu bon spécimen. Oui, puis il paraît que c'est un très bon raconteur d'anecdotes. J'ai hâte de voir ça. Alors, ne bougez pas, on le retrouve dans un instant. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, Alex Menti, Marie-Claude Duquette ou David Côté. Et comme à chaque épisode, je retiens à mes côtés 3 de nos 7 dérangeants entrepreneurs. Aujourd'hui, en studio, nous avons Carlo Coccaro, fondateur et PDG de Maths et Mots Monde et de aidersonenfant.com. C'est un honneur, Catherine. Noah Redler, président d'Arche Innovation et cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour, Noah. Bonjour, Catherine. Et Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour, Étienne. Salut, Kat! Avant de recevoir notre invité aujourd'hui, je vous annonce la thématique de notre CA qui se déroulera à la toute fin de l'émission. La thématique, c'est Road Warriors. Pourquoi on appelle ça Road Warriors? Pendant longtemps, le magazine américain Fortune publiait dans chaque numéro sa chronique Road Warriors où il y avait un PDG qui partageait ses trucs sur l'art de voyager en affaires. Aujourd'hui, ce sera le tour de nos dérangeants de nous conseiller sur leur voyage d'affaires, sur les négociations à faire, qu'est-ce qui se passe à la maison quand ils sont partis. Alors, j'ai bien hâte de les entendre. Mais avant tout, c'est le temps de prendre de vos nouvelles avec les primeurs, les plugs et les potins. On commence par Étienne. Moi, en fait, j'aimerais ça rebondir sur un article d'Andréane Marquis que j'ai lu dans la presse. C'est pas la première fois qu'on en parle. Où est-ce qu'elle dit qu'elle a commencé à acheter pour ses employés des tampons sanitaires, des serviettes sanitaires, dans le fond, parce que techniquement, si on paye le papier de toilette et les Kleenex, c'est juste normal de payer ça aussi à ses employés. Puis, en fait, j'aimais bien la réflexion. C'est une bonne idée, je trouve. C'est une très, très bonne idée. Et c'est le concept aussi, est-ce qu'on devrait, en tant que société, taxer ces produits-là? Parce qu'en fait, tu ne choisis pas d'avoir tes règles dans la vie. Et comme employeur, c'est une belle sensibilité qui coûte pas cher. Et je portais la réflexion à qu'est-ce qu'on pourrait, justement, tant qu'à offrir, tant qu'à payer le papier de toilette, en fait, est-ce que si tu as un employeur qui ne paye même pas ton café le matin, est-ce que, si tu es un bon employeur, puis moi, je te dis, honnêtement, si tu dois mettre 25 cents dans une machine pour avoir un café, change de job, surtout en date d'aujourd'hui. Parfait, je démissionne demain. J'ai vu ça dans les corridors en m'en venant. Mais, donc, j'ai vraiment pas la réflexion, j'ai pas la réponse à qu'est-ce qu'on devrait payer d'autre, mais je trouve ça une excellente idée. Et comme potin, de commencer à être plus sensible sur qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ses employés, qui est simplement les bonnes manières, puis que ça soit disponible à ton milieu de travail, on devrait emboîter ça. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Carlo? Moi, je vais partager une pratique qu'on a dans ma gang, là, dans l'Empire. À chaque anniversaire, il y a quelqu'un qui est responsable de collecter un peu les vœux de fête, puis on fait une carte qui est virtuelle. C'est un Google Slide qu'on fait, puis c'est chaque personne qui dit un mot, comme on écrit une carte à quelqu'un, dans le fond. Je le partage parce qu'on l'a vécu aujourd'hui. Au bureau, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre collaborateur en Europe, notre directeur de ce qu'on fait en Europe, qui s'appelle Lou, qui est nouveau dans l'équipe. Ça fait peut-être 2-3 mois qu'il collabore plus intensément avec le reste de l'équipe. C'est toujours un peu une surprise des premières fois parce que tu t'attends pas à ça. C'est une fausse réunion, ça commence, on chante Bonne fête. Sur Zoom, c'est dégueulasse, les bonnes fêtes. Là, tout le monde est un peu décalé. Mais c'est juste beau. Puis après ça, la personne lit à voix haute ce que les gens écrivent sur lui. Puis en le faisant encore aujourd'hui, parce qu'on le fait comme 10 fois par année,
je pense que c'est le meilleur moyen qu'on a, nous, pour retenir notre monde. Ben oui, tu n'as pas le choix d'écrire quelque chose de beau aussi. Si tu sais que ça va être lu à un moment donné, ben oui, c'est des vrais mots. Puis la personne qui le lit, elle vit des vraies émotions. Ça fait sa journée, ça fait peut-être sa semaine. Puis ça exprime la qualité de l'équipe qu'on a puis la qualité des individus. Fait que je vous encourage. Au début, on niaisait. C'est Caroline dans l'équipe qui a amené ça puis qui a obligé tout le monde à lire à voix haute. Tout le monde a chialé un peu, moi inclus. Puis finalement... Tu regrettes pas? Jamais de la vie, je regrette ça. Au contraire, c'est d'une beauté hallucinante. Ça coûte rien, ça prend 10 minutes de notre temps. Les mots sont tous plus touchants, plus drôles les uns que les autres. Puis j'encourage tout le monde à faire ça. Mon Dieu, une deuxième bonne idée, Noah? C'est à moi de faire une petite plainte encore, c'est ça? Le de fin de PPP. Non, ça va être une plug, Étienne, t'inquiète. Je vais parler d'un projet sur lequel j'ai lu au Centre de Québec à Victoriaville qui parle de l'économie circulaire. Connaissez-vous le concept de l'économie circulaire? On a eu un épisode là-dessus à saison 1, là. Ça fait 4 ans, réveillez-vous. Mais l'économie circulaire parle de vraiment utiliser les extrants de nos processus de production, les extrants de tous nos déchets et de transformer ça en intrants pour générer de l'énergie, pour faire produire d'autres produits. Et là, ça devient une tendance très importante parce que les premières matières deviennent de plus en plus chères pour les entreprises. Et en plus, il y a une certaine responsabilité sociale et environnementale pour ne pas gaspiller des choses et d'arrêter d'enfouisser tous les produits, tout ce qu'on va produire. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un dépotoir, mais c'est un peu comme visiter un cimetière? Non. Une dompe? Ses beaux-parents. Alors, c'est un peu comme aller visiter un abattoir et devenir végétarien ou vegan. D'aller visiter un dépotoir, ça va vraiment changer vos pratiques de vie, de recyclage, de compostage. Quand tu vois une ville de déchets avec une odeur, avec juste une montagne de tout ce qu'on avait mis dans le déchet, ça va changer ta vie. Alors, j'encourage ce projet à Victoriaville. Ça va vraiment promouvoir toutes les pratiques sur le territoire d'économie circulaire pour toutes les entreprises. Mais c'est quoi le projet, Noah? Le projet, c'est de vraiment créer un système d'économie circulaire pour toutes les entreprises sur le territoire. Ah, OK. Et on parle de cascades, on parle des grandes entreprises. Dans le fond, c'est du maillage d'entreprise, dans le fond, pour dire, hey, moi, c'est mes déchets, c'est ça. Hey, moi, j'en ai besoin. Puis là, on s'entraide. Mais c'est plus grand que ça parce que c'est aussi de penser à la logistique, l'analyse, de vraiment prendre les extrants d'un processus et de ajouter comme un intrant. C'est pas si évident que ça. Alors, il y a un certain travail à faire, mais la recherche et la technologie derrière ça avance tellement rapidement. Et d'ici 20 ans, on va avoir la capacité de mettre tout dans une petite poubelle et ça va revenir quelque chose d'autre. Alors, j'encourage le projet. Je pense que c'est très important et je pense que tout le monde doit un peu adapter nos façons de faire, nos façons d'acheter, d'utiliser des produits parce que ça arrive tous à une grande ville de déchets et c'est horrifiant. Alors, note à moi-même, visiter un dépotoir. Tu m'appelleras, je vais avec toi. Oui, excellent. On s'arrête un instant. Au retour, le Globe-Trotter, Bruno Blanchet. L'Incubateur, une présentation du quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme. Nos meilleurs conseils aux entrepreneurs de la relève. Juste avant de passer à l'entrevue de la semaine, dans le cadre de notre collaboration avec le quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme, on a un nouveau segment à vous présenter. Ça s'appelle l'Incubateur. Un incubateur en entrepreneuriat, c'est un rassemblement d'expertise et de ressources qu'on place au service de jeunes startups. Donc, à chaque épisode, d'ici la fin de la saison, on offre notre expertise aux fondateurs et fondatrices d'une startup accompagnés par le QGDA. Et à mes côtés, pour trouver des solutions à une problématique, le légendaire Étienne Crevier. Salut Étienne. Salut Carlo. Alors Étienne, ensemble, on s'en va retrouver Catherine Séguin, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle La Catherine. Bonjour Carlo et Étienne. Mon nom, en fait, c'est La Catherine. Donc, c'est une compagnie, La Catherine, que j'ai débutée pendant la pandémie. Et j'ai démarré ça pour justement faire des produits pour les gens pour relaxer. Donc, en fait, je fais des produits pour le corps, comme des savons, des bombes de bain, du sel de bain, des chandelles de soya qui servent aussi de crème à main ou d'huile à massage. Et c'est des produits véganes, éco-responsables, non testés sur les animaux et à thématique de dessert. Très cool. OK. Et tu nous as écrit, Catherine, qu'un de tes défis, c'était, entre autres, de te démarquer de la concurrence. Pourquoi c'est un enjeu? C'est sûr que la thématique de dessert m'aide, mais quand on fait des marchés ou même juste en ce moment depuis la pandémie, les petites compagnies de savon vegan, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Souvent, on est comme 10, une à côté de l'autre. Qu'est-ce que je préfère de plus pour justement attirer l'œil, me démarquer et ces affaires-là?
Mais je t'invite à y réfléchir parce que tu es dans une business de marketing. Le produit, le build it and they will come, ne fonctionnera pas seulement. Et ça me fait un peu penser, on peut en rire ou l'aimer, mais Kylie Jenner, qui a parti Kylie Cosmetics, elle faisait des cosmétiques comme les autres, mais simplement son following et sa notoriété lui a permis de tirer son épingle du jeu. Donc, je t'inviterais à vraiment avoir... Ta première employée devrait être en marketing, selon moi, et non en production. Moi, Catherine, mon réflexe, c'est de te dire deux choses. Le premier, c'est ton produit, il est beau. Tu sais, j'ai vu des photos, je l'ai vu en personne aussi, ton produit. Ça attire l'œil, c'est beau. Fait que, d'une part, j'aurais tendance à dire de tout miser là-dessus. Tu sais, tout miser sur l'élément le plus différenciateur que tu as, qui est la partie dessert, le look aussi, qui ressort quand même, puis tu l'as mentionné dans ton introduction. L'autre élément que j'aurais tendance à dire, c'est j'ai acquis la certitude au fil de mon cheminement que le meilleur marketing qu'on a, c'est notre produit. Fait que si notre produit ne fait pas bien son propre marketing, on va se battre tout le temps contre une machine qui est souvent comme trop dure à faire bouger, surtout quand on est un petit joueur. Et Catherine, dis-nous, si on veut explorer tous tes produits, où on va? Donc, j'ai mon site transactionnel, savonlacatrine.com. Sinon, j'ai 3 boutiques qui vendent de mes produits, dont 2 à Mirabel. J'ai le Uniprix à Saint-Canute. J'ai l'Heure du bain au Domaine vert. Et sinon, j'ai la ferme aux 2 tilleuls à Terrebonne. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Merci. Bonne journée. L'Incubateur, une présentation du quartier général de l'audace. L'accompagnement sur mesure pour l'entrepreneuriat étudiant. Passez de rêveur à entrepreneur sur qgda.ca. Les dérangeants. Aujourd'hui, nous recevons le comédien, auteur et globe-trotteur aguerri Bruno Blanchet pour notre émission sur les Road Warriors. Ça fait bientôt 20 ans qu'il vit à l'extérieur du pays et qu'il voyage autant pour le plaisir, pour le travail, en tournant soit des émissions de télé, en écrivant des livres ou en participant à des événements sportifs. Donc, c'était l'invité parfait pour un épisode des Dérangeants. Bonjour Bruno Blanchet. Bonjour. Il y a juste une partie qui cloche un peu. J'ai jamais vraiment de plaisir dans ce que je fais. C'est impossible parce que tous tes projets sont menés par passion. Est-ce que je me trompe? Exactement. Ouais, j'ai réussi à lier mes passions à travers tous mes projets, qu'ils soient de la comédie, de la chronique de voyage, ou là, maintenant, je suis en train de faire les vacances de M. Bruno, saison 4. Puis je réussis toujours à incorporer soit un élément sportif ou un élément de comédie dans mes voyages, ou l'inverse, un élément de sport dans mes comédies ou de voyage dans mes comédies. Fait que puis il y a des gens qui me connaissent, des producteurs, des productrices qui me connaissent bien, puis ils savent bien les projets qui vont me plaire puis qui vont me coller à la peau. Fait qu'on me présente toujours quelque chose qui est un peu un monstre à 2-3 têtes. Là. C'est jamais des projets qui brillent par leur unicité. Là. Tu sais, c'est toujours des affaires, tu fais « OK, par quel bout on le pogne, celle-là? » Bruno, pour les gens qui connaissent moins bien ton parcours, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, parce que là, on te parle via la magie de Zoom, et toi, tu es en Thaïlande, c'est le matin, oui. T'es inversé à nous, et j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment tu t'es rendu là-bas. Qu'est-ce qui a motivé ta décision d'aller faire ta vie là-bas? En fait, en 2004, quand je partais pour 1 an. Je devais partir pour 1 an pour écrire pour la presse. Ça a duré 7 ans au total parce que au bout d'1 an, j'ai réalisé que hey, j'aime ça, moi. C'est pas l'affaire la plus payante au monde. C'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que si je voyage pas, je peux pas écrire de chronique. Puis si j'écris pas de chronique, je peux pas voyager. Fait que j'ai été pris dans une espèce de cercle vicieux qui m'a forcé à voyager constamment puis à vivre des aventures qui étaient toujours plus rocambolesques parce que je me disais, même s'il m'arrive quelque chose de fâcheux, hey, c'est le fun, ça me fait un bon sujet. Fait que, l'idée, c'était toujours de foncer. Puis je suis arrivé à un moment donné un peu par en arrière de Bangkok en train. Ma première fois où je suis arrivé à Bangkok, je suis arrivé en train de la Malaisie. Puis on passe un peu comme dans le derrière du décor quand on arrive de cette manière-là. Puis j'ai fait wow, j'ai eu le temps comme de m'acclimater à l'heure ou 2 où on rentre en train dans Bangkok, puis on aperçoit ce monstre-là, cette mégapole-là.
Fait que j'ai fait, oui, hey, j'aime ça ici, je sais pas pourquoi. Puis en descendant, j'étais avec 2 Québécois de Gatineau qui m'ont dit, hey, viens, suis-nous, on sait par où aller. On a marché à travers le Chinatown, on a pris un bateau sur le fleuve, le Chao Phraya, pour se rendre jusqu'au coin où il y avait les backpackers, la rue Ramboutry puis Khao San, pour ceux qui connaissent ça. Puis là, je me suis dit, OK, si je suis pour voyager pour plus longtemps, c'est ici que je pose mon sac parce que c'est super pratique. Tu as des avions qui partent d'ici pour aller partout, puis il n'y a rien qui est vraiment très loin. Et puis, en posant mon sac ici, ben, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me permettre de vivre d'autres aventures. Qui est devenu ta femme. Clin d'œil. Ben, tu sais, il y a eu le restaurant, il y a eu le principe, en fait, que j'ai appelé voyager pour de bon, où à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je m'arrête, j'apprends le langage, je me pars une business, j'essaie d'expérimenter de manière totale un pays, de m'y intégrer comme si je voulais y vivre, sachant qu'il y en avait une multitude de pays où j'avais envie de vivre, mais j'avais choisi celui-là. Je ne pensais pas que 20 ans plus tard, je serais encore ici. T'sais, moi, j'ai besoin de simplicité dans la vie. Je suis vraiment pas un gars compliqué. J'ai pas de char, pas de maison, puis mais j'ai une business qui roule à fond. Si on est là pour parler d'affaires, là, écoutez, je vais vous sortir mon chiffre d'affaires. Vous allez capoter. Ben, vas-y donc, je suis curieux. C'est le temps, là. Ça nous brûle les lèvres. Combien tu gagnes à chaque année? Écoute, il y a des années où je gagne 0. Zéro pour vrai ou 0 déclaré? Oh! 0 pour vrai. 0 pour vrai. Tu sais, dans le milieu où je suis, mon travail, pas tout le temps. On n'est pas toujours à avoir des contrats qui sont lucratifs. Fait que m'étant habitué à ça, surtout avec l'écriture, quand je suis parti pour la presse, puis je sais pas si j'ai envie... J'ai envie de le dire, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Je pense que tu as le droit, j'ai vérifié. OK. Ah oui, on dit que tu as le droit. Il y a 20 ans, quand je suis parti, je faisais 250 $ par chronique. C'était une chronique par semaine, genre? Ouais. Ça fait 1000 $ par mois. Du coup, je voyageais dans des pays qui ne coûtaient pas cher parce que, je voulais pas, j'avais des économies, mais ils sont partis dans la première année. Après ça, on a ajusté un peu au niveau du salaire avec la presse, mais écoute, j'ai toujours roulé, là. Il me restait 1500 $ dans mon compte, puis j'étais au milieu du Soudan, dans un train qui venait de dérailler, tu sais. Heureusement, j'avais toujours mes assurances, au cas où il arrivait quelque chose. Mais t'as pas besoin d'avoir un million en banque. Moi, tout l'argent que je fais, puis mon fils, il sait, moi, j'ai dit, regarde, si tu as besoin d'apprendre quelque chose, je te le paye. Si tu veux retourner à l'école pour quoi que ce soit, je te le paye. Si tu as envie de venir voyager avec moi, je t'invite, je te le paye. Mais attends-toi pas à ce que quand je serai plus là, quand je vais disparaître, il n'y aura pas une fortune dans mon compte en banque parce que tout mon argent est réinvesti dans le sport, puis dans le voyage, puis dans le bien-être. Il n'y a pas de... pour moi, les choses ne sont pas... J'arrive pas à quantifier le bien-être dans une propriété ou dans un objet ou dans une... Vraiment, moi, le bien-être, c'est avoir des bons running shoes. Avoir accès à un gym si j'en ai besoin, à une piscine, pouvoir m'inscrire à des compétitions, pouvoir voyager pour aller courir une compétition de trail à quelque part, pouvoir être... Pour moi, la richesse, c'est d'être capable de grimper une montagne à pied puis d'arriver en haut puis de faire « all right ». J'y suis arrivé sans m'arracher les poumons puis le cœur parce que j'ai réussi à me garder assez en forme puis assez libre pour avoir le temps de la grimper, la montagne. Il ne faut pas juste être comme « Hey, je suis super en shape, man, mais j'ai le temps de rien faire. » Fait que tu te dis, il faut que ça serve, ça, là. J'aurai jamais assez de temps pour tout faire. Fait que pour cette raison-là, je veux pas trop travailler. Puis quand je travaille, je veux absolument que ça soit lié à ces passions-là que je développe et qui me permettent de
comment dire, je veux pas. Il y a eu une époque, tu sais, on est des hommes. Il y a eu une époque où on a comme, je vais courir un marathon puis je vais être Superman. Là, le marathon, je mords dedans là à chaque pas puis à chaque, tu sais, je m'approprie mes événements puis mes réussites sportives. Je vais pas pour le résultat autant que pour le parcours. Toute l'excitation avant, puis le parcours lui-même. Ouais. Étienne, tu avais une question? Ben, moi, je veux juste rebondir une chose, Bruno. En fait, tu disais, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Puis tu dis à la farce, je pourrais pas vivre au Québec, ça coûte trop cher. Fait que c'est pour ça que tu t'es installé en Thaïlande. Moi, j'ai vraiment trouvé ça drôle parce que tu me pognes à un moment de ma vie où je suis comme fuck it, je m'en viens, puis je déménage aussi. Accepte-le pas. S'il cogne à ta porte, Bruno, n'accepte pas Étienne, c'est un piège. On se reparle. Mais est-ce qu'il n'y a pas là... Bon, j'ai fait un screen capture. Mais Bruno, en fait, moi, je veux savoir, est-ce que ça t'a permis justement de prendre plus de risques, d'avoir une business pour le fun sans avoir autant de rentabilité ou de besoin de chiffre d'affaires que de justement vivre pas au Québec, d'être en Thaïlande où est-ce que le coût de la vie est plus faible? Et juste avant, je spécifie, est-ce que la business, on parle du restaurant de poutine? Le restaurant de poutine. On parle de restaurant de poutine, OK, c'est bon. Est-ce que tu serais parti à un resto de poutine au Québec parce que ça coûte tellement plus cher, tu sais? Ben, moi, j'ai ma propre entreprise depuis bientôt presque 30 ans. Je suis avec le même comptable gestionnaire depuis toutes ces années-là, M. Douville, pour ne pas le nommer. Et puis, il s'occupe de tout. Lui, il signe ses propres chèques. Moi, je ne gère rien. J'ai mon agent Marie. Maintenant, on est avec Goodwin. Je suis avec mon comptable adoré depuis toujours. Et puis, moi, d'ici, là, tout ce que je fais, il me dit, garde, peux-tu signer en bas pour un truc, machin, puis je signe, puis je dis merci. Puis je gère pas l'entreprise, tout cet aspect-là de l'entreprise financière. Je le gère pas. Lui, il a soulevé des drapeaux rouges une fois de temps en temps pour dire Bruno, c'est parce que là, il va falloir commencer à encaisser des REER là, si tu travailles pas. Fait que tu sais, il m'arrange ça tellement bien, puis je me sens tellement en sécurité que ça me permet d'avoir la tête libre de tout ça. Puis moi, quand je parle à mon ami Guy Jodoin, puis je l'appelle, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de faire mes rapports d'impôts. Je fais, que non! Oh non! Mais lui, il trippe à faire ça. Lui, il aime ça gérer ses affaires, puis savoir, tu sais, il aime ça jouer avec ça. Parce que lui, il y a plusieurs zéros. Dans la case de lui, il y a plus de zéros que toi, je pense. Mais il faut pas que tu te fasses avoir non plus, parce que quand quelqu'un est complètement désintéressé de tout ce qui est financier, pourrait, mettons, à un moment donné, se retrouver avec plus rien. Est-ce que tu es quand même conscient de ça? Moi, j'ai tellement pas beaucoup que j'aurais plus rien que je perdrais pas rien. Tant que ça au change. Mais l'idée... le delta, il est pas... L'idée, c'est que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Puis moi, ma vie est faite de ça. Puis mon travail est fait de ça, de fidélité, d'honnêteté, puis comment dire, je suis avec le même agent depuis que j'ai 28 ans, le même comptable depuis que j'ai 28 ans. As-tu des mauvaises expériences? Est-ce que ça t'est arrivé de te faire fourrer à un moment donné ou pas du tout? T'as été pas du tout. Béni des dieux. Est-ce qu'on parle du restaurant de poutine? De tout. OK. Parlons donc du restaurant de poutine, parce que à la maison, ma carrière va relativement bien. Quand j'ai eu envie de me lancer dans une entreprise comme telle, mon entreprise, cela dit, elle a un beau nom. Elle s'appelle Flubelebeleb. Flebelebeleb. C'est le Inc. Inc qui me fait rire. Parce que ça, c'est dans les phylactères, quand les schtroumpfs tirent la langue. C'est ça.
C'est ça qui est écrit dans le phylactère. Et Ça se c'était- prononce comme ça. Et c'était quoi le logo? Il y a jamais eu de logo, imagine-toi donc. Parce Non, que non, je peux imaginer. Mais l'idée, c'était... Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai abordé un peu la business en me disant, ça me tente tellement pas. J'ai envie d'être un peu un os dans ma machine. Puis à l'époque, là, il y a 30 ans, là, on ne pouvait pas faire des copier-coller. Fait que je les imaginais à l'impôt sur le revenu en train de faire F, L, E, B, E, L, E, B, E, L, E, B. Puis là, être obligé de calculer le nombre de lettres pour être sûr qu'il l'avait correct. Puis ça me faisait rire. Puis ils t'ont-tu appelé pour te dire ça te prend un nom en français pour ton entreprise? Non. Non. Bon point, par contre. Ça aurait pu. Mais Bruno, tu parlais oui. jusqu'à quel point c'était complexe de faire des affaires en Thaïlande. Tu disais c'est pas simple, là, le restaurant de poutine, justement. Ouais, ben j'y arrivais, là. C'est une... faut être fait fort pour faire de la business ici. Pourquoi? Faut vraiment avoir envie de se mettre le doigt dans cet engrenage-là qui est pas simple à comprendre parce qu'il y a toujours un besoin d'un papier par un avocat, par un machin, il y a toujours une twist où ce que tu reçois une pile de papier puis tu dis, ben voyons donc, j'ai payé 800 pièces pour ça, puis là, je le renvoie, puis là, tout d'un coup, ça en prend plus, puis là, tu sais pas à qui tu es en train de graisser la patte, tu sais pas si c'est ton avocat que tu as engagé, qui est supposément super bon, qui, lui, il revient puis il dit, ben écoute, ça va prendre un 10 000 parce que là, le gars de l'alcool puis des permis de machin, là, puis là, ben, tu sais, la police, puis il y a l'autre, puis là, on commençait, nous autres. On était au début de ce processus-là quand on a un peu été forcé d'abandonner parce que les Thaïlandais nous ont un peu poussé à la porte. Ce qui est arrivé, il faut que je vous le raconte du départ. On avait un comptoir sur le coin de la rue avec ma blonde, Anisha. Et puis, elle faisait des schnitzels, des sandwichs, parce que sa sœur, elle avait un restaurant israélien, puis on avait accès à du stock comme de l'houmous, puis des pitas. Puis là, on faisait des sandwichs au coin de la rue, puis il y a un gars qui est venu, puis vraiment au coin de la rue, là, vraiment, t'es sur le coin de la rue, les voitures passent et tu frôles. Il y a 4 chaises en plastique, puis c'est un stand, pas de toit, là, tu sais. Fait que quand il mouille, ben on ferme. Et là, il y a un gars qui passe, puis il dit, pourquoi vous faites pas des patates frites? On dit, ben, oui, mais il fait chaud, tu sais. Qui c'est qui va manger ça, des patates frites? Fait qu'il dit, ben, moi, je vais en manger. Tu sais, c'est un gars qui travaillait en face. Fait qu'on va voir le prix des friteuses. On va dire, OK, on va acheter une friteuse pour le fun. On se met à faire des patates. Moi, j'allume pas, là. On se met à faire des patates frites, tu sais. Puis là, on mange des patates frites. Puis là, ça commence à fonctionner. Hey, des sandwichs puis des patates frites. Puis d'un seul coup, j'ai eu une illumination. Ça a fait, hey, on a des patates frites. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la poutine? Hein? Puis là, dans ma tête, ça a fait un feu d'artifice. J'ai dit, ah! Et puis là, je parle de ça sur Facebook. Les gens vont venir. Puis là on part à la course. On s'en va au gros magasin de bouffe qui s'appelle Mecro. Et là, je cherche une sauce barbecue, man. Ça n'existe pas. Il y a des... Ben, imagine comme le Costco, là, un étalage là, avec des palettes là, de sauce rouge piquante. Et j'ai trouvé une toute petite boîte. Il restait 2 sachets de sauce barbecue dedans. Il n'y avait pas ça de la sauce barbecue. À l'époque, ça n'existait pas. Là, je pense qu'on pourrait en trouver. Fait que là, j'ai dit, comment on fait ça? Déjà, puis là, le fromage, oublie ça, trouver un fromage en crotte ici. Fait que déjà, moi, je m'étais dit, regarde, on proposera une alternative, genre un mozzarella mélangé avec du cheddar, découpé un peu tout croche. Puis ça aura l'air comme des squeak. fromages en grains du squeak. Il ne fera pas squeak, là, mais regarde, ça fera le job. Fait que là, j'ai appelé ma mère.
On appelle toujours nos mères dans ce temps-là. Puis là, ma mère, elle me dit, OK, ben je vais t'enseigner à faire un roux avec un poulet. Puis là, tu pourras te faire ta propre sauce barbecue. Mais là, je n'arrivais pas à avoir le goût véritable du barbecue, mais on avait déjà une alternative à la sauce barbecue poutine. Puis là, ce petit coin de rue-là est devenu vraiment un aimant québécois. On s'est mis à faire la fête sur le coin de la rue. Man, on a eu du fun. La poutine était correcte, c'était ordinaire. Non, mais ça faisait un job. T'sais. Puis là, ben, tranquillement, je me suis dit, bon, ben, je peux peut-être en faire venir de la poudre du Québec. Fait que j'ai exploré ces avenues-là. Puis d'abord, j'ai demandé à des amis qui venaient en voyage, « Hey, peux-tu m'amener de la poudre? » Là, eux autres, ils arrivaient, de la poudre. Trafic de sauce! Qu'est-ce que vous avez dans le sachet, monsieur? Oui, mais tu sais, ils arrivaient avec des ziplocs pleins de poudre brune. Puis là, je les imaginais à la frontière, tu sais, à l'immigration, tu sais. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, j'aime beaucoup la poutine. J'ai un 5 kilos de sauce. Mais puis ça a commencé comme ça. Puis là, on a trouvé le moyen de la faire venir directement de la compagnie. Puis ensuite de ça, il y a un Américain qui est passé puis qui a fait « Oh, poutine! » Il connaissait ça. Puis il a dit « Pourquoi vous n'avez pas le bon fromage? » On dit, parce qu'on ne le trouve pas, man. Puis le faire venir, tu sais, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Ben, il dit, écoute, moi, je connais quelqu'un qui peut t'en fabriquer ici. Fait on s'est retrouvé avec un fromage squeak qui doit être transporté, donc qui est congelé, donc qui fait pas vraiment squeak, mais c'est le fromage original. Alors là, on ouvre, on part du coin de la rue, on se dit, ça nous prend un restaurant, là, on est rendu trop gros. Puis là, on ouvre un restaurant, mais tout ça, moi, c'est ma blonde qui gère ça. Mais tout ça, c'est en combien de temps? C'est en 4 semaines, 20 semaines? Un an okay. À peu près, ouais. Tout ça, on est partir du coin de la rue jusqu'au restaurant, ça a dû prendre à peu près 1 an. Et puis là, tout est à son nom, à elle, parce que, tu sais, moi, en tant qu'étranger, j'ai pas de permis de travail, j'ai le droit de rien faire, vraiment. J'ai même pas le droit d'aller porter des assiettes à table. Moi, tout ce que je peux faire, c'est fouiller dans le frigidaire à bière, puis en prendre une de temps en temps, tu sais, puis manger comme un cochon. Et puis là, ben moi, je suis un peu le visage de cet endroit-là, parce que les gens, ils viennent au restaurant de Bruno, qui n'a jamais été le restaurant de Bruno. Ça a toujours été le restaurant de Onisha. Puis moi, c'était le cadeau que j'y faisais à Onisha parce qu'elle vient d'un milieu qui n'est pas très, très favorisé. Puis là, soudainement, elle faisait de l'argent pour vrai. Puis elle était fière. Puis elle faisait de la bonne bouffe. Il n'y avait pas juste la poutine, il y avait tout ce qu'elle préparait autour aussi. Fait que, au bout de 2 ans suivants, mon fils était venu nous rejoindre. Et puis là, ça devenait comme une véritable entreprise. Là. Ça roulait au fond. Puis mon gars était bien wise parce qu'il allait voir tous les Québécois puis il leur disait, pouvez-vous nous donner un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur le TripAdvisor? Ouais. Et puis pendant plusieurs mois, on était le restaurant numéro 1 à Bangkok. Sur TripAdvisor. Pas de farce. Juste par le pouvoir des médias sociaux, puis par mon gars qui savait très, très bien gérer ça. Ça roulait bien et on s'est dit, partons une véritable entreprise où on aura le droit, Boris, toi puis moi, de travailler, puis on pourra avoir des franchises. On s'est dit, on pourra en ouvrir un à Chiang Mai, un à Pattaya, un sur une île à quelque part, peut-être à Koh Phangan. Mais il y avait déjà une Québécoise qui faisait de la poutine à Koh Phangan. Et puis là, on a entrepris de faire les démarches de devenir une affaire. Pour qu'on puisse avoir la business, il fallait nous céder à Boris, mon garçon, et à moi, il fallait nous céder le bail du restaurant pour qu'on puisse entreprendre les démarches. Et peux-tu croire que c'est là que ça a accroché? Ah ouais? Ah ouais? Et c'est là que c'est devenu immensément compliqué. Parce que, en plus, on était... Regarde, c'est l'œuf ou la poule, là, tu sais. C'est que tu veux avoir le bail, mais tu n'as pas le droit d'avoir le bail parce que tu n'as pas le visa, mais tu n'as pas le visa parce que tu n'as pas le bail. Et là, il y avait, à cette époque-là, dans notre quartier,
une espèce de... Il y avait des interventions policières, de police d'immigration, qui venaient pour vérifier si les gens avaient le droit de travailler, les étrangers. Puis les gens, ils se faisaient arrêter à gauche et à droite autour de nous autres. Puis nous autres, ça nous tentait pas de nous faire déporter, tu sais. Nous autres, au-delà du restaurant, on aimait mieux le voyage que le travail, que le restaurant. Tu sais, on sentait qu'on avait une mine d'or, là, puis on était juste sur le bord de pouvoir comme accomplir quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mon gars puis moi, qui nous ressemblait, mais qu'en même temps, c'était pas dans nos gènes, mais on s'est dit, tu sais, une autre aventure, let's go, on se lance. Et puis c'est là que ça a accroché parce que il a un peu fallu se cacher pour faire ça, parce qu'on n'avait pas le droit de gérer ce qu'on gérait alors que parce qu'on... Et là, tu dis, bon, hey, par quel bout on le pogne? Et puis, mon fils et moi, on s'est dit, après avoir dépensé quelques milliers de dollars, on s'est dit, ben écoute, on fait-tu autre chose, du cul, là, du coup? Puis là, on est parti, puis on a laissé les clés à un e-shop, on a dit, ben bonne chance, tu sais. Et puis, jusqu'à ce jour, le restaurant, il roule très bien, elle roule encore. Elle a changé d'endroit, c'est plus petit, mais ça marche. Moi, je vois encore des posts des gens qui disent « Hey, on est allé au restaurant de Bruno. » Puis là, je veux leur dire « C'est pas le restaurant de Bruno. Bruno, c'était la mascotte. » Et puis, ben, ça me fait plaisir parce qu'il reste... L'idée, c'était de créer un quartier général pour que les Québécois aient un endroit où se rencontrer en voyage. Parce qu'on me disait « Hey, t'es le premier Québécois qu'on rencontre, tu sais, avec ma face. » Puis là, moi, je leur disais, hey, à Bangkok, là, moi, à matin, là, j'en ai croisé 6. Wow. Fait que vous rencontrez-vous, Caroline, faites de quoi? Puis là, ben, de leur permettre d'avoir un lieu où ils puissent, tu sais, faire, hey, tu viens d'où? Mascouche. Ah, ouais. Hey, tu connais mon cousin? Hein? Hey, tu t'en vas où? Je m'en vais au Cambodge. Pas vrai, moi, tout. Quand est-ce que tu pars demain? Hey, man, moi, il y a là avec toi. Fait que, tu sais, créer ces rencontres-là, créer ce lieu-là qui allait créer des rencontres, qui allait créer des échanges de voyages. La poutine n'était qu'un prétexte. Ouais. Toi qui as de l'expérience des voyages, là, j'ai une couple de questions pour toi pour outiller les auditeurs qui sont des entrepreneurs. Les ou des Québécois en Thaïlande. qui vont devenir entrepreneurs. Là. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu rencontres tout le temps un paquet d'étrangers. C'est quoi ton plus grand atout, ton truc pour rentrer en contact avec des étrangers d'une autre culture? Ça nous arrive tout le temps en voyage comme entrepreneur. Puis là, des fois, on peut heurter juste en étant nous-mêmes parce que culturellement, c'est différent ou il y a des approches différentes. Comment tu t'y prends, toi? J'ai vu ton émission Les vacances de M. Bruno, puis il y a sûrement du montage, mais il y a quelque chose de... T'es comme un aimant qui attire le sourire. C'est qui attire fluide, les mondes. ça a l'air Ouais. tellement facile quand on te regarde. Fait que si t'avais quelque chose à transmettre aux gens qui nous écoutent, là, aux voyageurs d'affaires, tu dirais quoi? Je pense qu'il est essentiel d'apprendre à dire bonjour, merci, comment vous appelez-vous, je m'appelle, je viens du Canada. Un minimum du langage local, ça fait tellement plaisir aux gens de la place de voir que tu as fait un effort parce que ben, des fois, on fait de la business dans des pays où ils ne voient pas tant d'étrangers que ça. Puis quand tu arrives, puis tu es capable de dire quelques mots en Zoulou ou en Basutu, c'est déjà là, ça les fait sourire, tu sais. Puis d'essayer d'apprendre quelque chose de comique, genre « Merci, monsieur le docteur » ou tu sais, quelque chose qui n'a pas rapport. Là, ils font... What the fuck? Ouais, tu sais, allô Mickey Mouse, je sais pas, n'importe quoi. Mais tu sais, quelque chose qu'il faut comme, ah boy, il essaie d'apprendre, là, mais il n'est pas encore tout à fait rendu. Bruno, ça a été complexe d'apprendre la langue parce que, tu sais, pour nous... Complexe là, à chaque fois. Ah oui? Oh, oui. À chaque fois. Puis là, je viens que j'ai mélange les langues, là, c'est épouvantable. Là, moi, je parlais espagnol, pas pire à un moment donné. Là, je le mélange avec le thaïlandais, c'est incroyable. Quand je vais travailler dans des pays espagnols, là, j'ai de la misère, là, ça sort en thaïlandais. Le thaïlandais est tellement difficile à apprendre. 45 consonnes, 32 voyelles. Juste apprendre l'alphabet, ça te prend 2 semaines, tu sais. Alors que l'arabe, je suis allé au Yémen, puis là, ben, je me demandais ce que je faisais là. Je dis, ben, je vais aller à l'école, tu sais, je vais aller apprendre l'arabe. Et là, j'ai appris l'alphabet en une seule journée. C'est un alphabet qui est bien facile à apprendre. Puis là, du coup, je marchais sur la rue, puis là, j'étais capable de lire toutes
les affiches. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'étais capable de les lire. Et là, soudainement, le pays il prenait une autre dimension. Là. Il était moins cachotier. Il était, tu sais, ah non, je suis capable de lire l'affiche. Oh, oui, tu sais. Puis là, juste ces skills-là, juste ces habiletés-là, quand tu arrives dans un autre pays, tu es capable de démontrer que tu as fait un effort d'apprendre à la fois sur ça et sur leur culture. Parce que culturellement, je peux juste te citer ma blonde qui travaille avec des Japonais, OK? 2 peuples asiatiques, mais vraiment différents. Puis, elle parle pas de la même manière quand elle fait de la business avec son partenaire japonais qu'elle parle avec son partenaire thaïlandais. Il y a des traits qu'il faut connaître qui sont tellement importants quand on arrive dans une autre culture. Par exemple, en Thaïlande, il faut pas qu'un Thaïlandais perde la face. Pas devant personne. Même fier, pas devant toi. Ils sont fiers. Faut pas que tu leur donnes raison nécessairement à tout coup. Mais il faut pas que tu arrives devant un groupe et tu dises hey, je sais pas moi, hey, Toyadjo. T'as pas raison. T'as pas raison. T'as merdé, là. Pourquoi t'as fait ça de même? Jamais. Et il y a les grands patrons ici qui se permettent d'agir comme ça parce que c'est une société qui est bien hiérarchale. Là. Fait que t'es comme ceux qui sont en haut, ils ont le droit d'être un peu bêtes, un peu difficiles. Mais quand on arrive en tant qu'étranger, il faut vraiment se mettre au plus bas niveau, le plus petit dénominateur commun, là, puis tu prends pas plus de place qu'il faut que tu en prennes, c'est-à-dire que tu en prends le moins possible. Et puis, il y a toutes sortes de manières de saluer partout où on va, comment on serre la main, comment on salue. Tu sais, ici en Thaïlande, quelqu'un qui est plus âgé que toi, il faut que tu le wai. Le wai, c'est mettre les mains comme en prière. Puis il ne faut pas que tu le wai de même parce que ça, c'est comme un moine. Il faut que tu le wai au niveau du nez. Il faut que tu te penches un tout petit peu puis que tu fasses sawat des caps. Il faut que tu exprimes ton respect pour quelqu'un qui est ton aîné. La même chose, si tu te trompes, ça dérange-tu? Si tu penses qu'il est plus vieux que toi puis il est vraiment plus jeune? Non, là-bas, là, tout le monde se dit l'âge qu'ils ont parce que, hey, t'as quel âge, toi? Ben, moi, j'ai 59, toi. Hey, moi, j'ai 59 et demi. T'es né quelle date? Moi, je suis né en mars. OK, ben moi, je suis né en février. Ah, t'es plus vieux que moi. Ça va des caps. Puis là, tu le vois parce que oui, ça peut être une question de jour. Puis le monde, ils se disent leur âge là-bas. Puis si tu vois quelqu'un qui est plus jeune, ça porte malheur un peu. Eux autres, ils vont tout de suite, ils vont s'efforcer à te saluer parce que, hey, oh, il y a un vieux qui m'a fait ça, puis là, il faut que j'y fasse tout de suite parce que, tu sais, il n'a pas compris comment ça marche. Fait que ça, puis des comportements bien simples, comme tu t'entres à quelque part, tu te déchausses. En Thaïlande, tu te déchausses. Ça veut dire que tu ne marches pas nu-pied dehors sur la rue. À moins que tu sois sur la beach. Tu ne vas pas sur la rue nu-pied. La première affaire qu'on s'achète ici, c'est des gougounes quand on a 5 cents, parce qu'on ne marche pas nu-pied, parce que quand on rentre quelque part, il faut se déchausser. C'est la plus grande des politesses. Et puis, ensuite de ça, si tu es allé au Japon, là, il faudrait que tu te déchausses, que tu mettes la chaussette pour le salon. Puis là, quand tu iras à la toilette, il faudrait que tu enlèves ta chaussette pour le salon puis que tu mettes la chaussette pour la toilette. Puis c'est des petits détails, mais qui font que tu peux commettre des impairs épouvantables à table, par exemple. À table, ici, tu sais, comme des fois, on a une manie d'avoir un ustensile dans une main, mettons une fourchette, puis avec le doigt, on retient la bouffe dans l'assiette, tu sais, pour remplir sa fourchette. Mais jamais ton doigt dans ton assiette. Ben même ici, Bruno, on n'est pas censé faire ça. Ouais, mais je le vois encore faire des fois. Et Bruno, dis-moi, dans tous les voyages que tu as faits, comme Québécois qui voyageait à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, peu importe, c'est quoi peut-être le plus grand atout d'être Québécois? Qu'est-ce qui ressort comme étant une force du Québécois, de la Québécoise à l'étranger? Et à l'inverse, peut-être un défaut du Québécois, Québécoise à l'étranger quand vient le temps de rencontrer des gens ou de faire des affaires? Ben, il faut un minimum d'anglais selon où on va, puis partout où on va, je te dirais. Puis, écoute, c'est la langue internationale jusqu'à temps que le chinois le devienne. Et puis, un minimum d'anglais, c'est requis pour être capable de communiquer avec du monde de
partout. Et puis, en tant que Québécois, moi, j'ai constaté dans quelques pays où on était apprécié parce qu'on est différent, parce qu'on est les francophones d'Amérique, parce que, écoute, il y a des endroits comme, je me souviens, en Corse, partout où on arrivait, on se faisait, tu sais, on parlait français, puis on se faisait regarder un peu comme, tu sais, ouais, les Français, tu sais. Puis là, aussitôt qu'ils découvraient qu'on était Québécois, les cousins! Hey! Et là, on était reçus comme des rois. Fait qu'il y a des endroits comme ça où ils ont une nationalité qui est un sentiment de nationalité qui est fort, qui est appuyé, puis ils reconnaissent ça dans les Québécois. En tout cas, moi, je ne suis jamais gêné de dire que je viens du Québec. Il y était une époque où je voyageais, puis I would speak English as if I was from California or something. Puis là, je fais non. I speak English like I'm from Quebec. Puis I want you to know I'm from Quebec. À la Bob Graton un peu, là. And I'm not... Non, mais I don't want to be identified as someone who is English speaking. I want you to know I'm French speaking. Puis c'est tout. Je trouve plus de puis je comprends que, comme j'imagine que Noah, tu dois parler un anglais impeccable. C'est encore drôle. Être québécois, c'est pas gênant. L'épisode d'aujourd'hui, c'est les guerriers de la route, les Road Warriors. Puis là, tu pars justement, là, la semaine prochaine, tu retournes sur la route pour aller en Eswatini. Oui. Puis, est-ce que la conciliation travail-famille est facile dans ces contextes-là? Ah, c'est dur, ça. La question qui tue. Ah, c'est tellement difficile. Moi, ma copine ici, elle travaille pour une grande banque, puis elle a beaucoup de jours de congé, mais elle ne peut pas se déplacer tant que ça. Fait que, quand je pars pour ces contrats-là, qui durent 3 semaines, 1 mois à peu près, ça va. Mais si je devais partir pour 3-4 mois, là, ça commence à accrocher. Puis c'est vraiment difficile de concilier famille et voyage. Il faut avoir un partenaire ou une partenaire qui comprend que c'est nécessaire, que c'est dans ton ADN de voyager, que tu ne fais pas ça contre elle ou contre lui, que tu fais ça pour toi puis pour le couple en même temps, parce que si tu devais ne pas partir puis tu as la bougeotte comme moi je l'ai, tu serais malheureux. Et puis nous, vois-tu, ici, là, on voyage à tous les week-ends, on va quelque part, on fait quelque chose. On a toujours des activités. Là, c'est rendu même les soirs de semaine, on fait 2 heures de char pour aller faire un truc. Mais tu sais, on a réussi à incorporer ça dans nos vies parce que c'est quelque chose à laquelle on se consacre beaucoup de manière à, comment dire, on dépense l'argent qu'on gagne maintenant. Puis on n'a pas des grandes inquiétudes pour le futur parce que on n'a pas des plans d'investissement. Vois-tu, il y a des gens d'affaires qui, eux, se disent, je vais ramasser tant d'argent parce que je veux me lancer telle affaire, puis j'en ai besoin maintenant. Fait que je vais faire des sacrifices dans ma vie. Moi, je suis à l'étape où j'en fais pas beaucoup de sacrifices financiers. Je me dis, j'ai un fonds à quelque part en REER que je vais pouvoir débloquer dans 5 ans si je suis encore vivant. Mais en attendant, je vais en profiter en maudit pendant que je suis en vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis à la limite, tu vois, lier le voyage au travail. Là, cet été, je suis en train de travailler sur un projet en ce moment à la maison qui me permettrait du mois de juin jusqu'au mois de septembre de courir partout à travers la province. Et ça serait un peu ma job. C'est quand même hot. Et à chaque semaine, il y aurait un résultat de cette course-là, de cette rencontre-là avec les gens de chaque région qu'on aura prédéterminée.
Et puis, il y aura une émission qui sera tirée de ça. Et le samedi, ça sera une émission qui sera en public, en plus. Fait qu'il y aura un party à la fin de la semaine. Et puis, ça, c'est littéralement... Tu vois, l'année passée, j'ai couru 1240 km à travers le Québec pour faire un bonhomme sourire. Les deux yeux, c'était le lac Saint-Jean et le Témiscouata. Le lac Témiscouata, ça, c'est les deux yeux. Ensuite, j'ai couru du lac Saint-Jean jusqu'à Québec, de Québec jusqu'au Bic. Ça fait le nez, la forme du nez. Et le sourire, j'ai couru de Saint-Jérôme jusqu'à Sherbrooke, passé Sherbrooke, jusqu'à Stoke. Et tout ça pour rien. Ça avait l'air d'être pour rien, tu sais. Mais tout ça parce que j'avais du temps, puis j'avais envie d'aller rencontrer le monde, puis j'avais envie d'avoir du fun, puis j'avais envie de courir. Puis le monde se sont joints à moi, puis ça a fait un tabac sur les réseaux sociaux. Ça a fait un bonhomme sourire. Ça a fait un bonhomme sourire. Mais là, le bonhomme sourire, moi, je disais, c'est comme un bonhomme patate. On y rajoutera une moustache éventuellement, puis des oreilles, puis on s'amusera avec ça. Tu sais. Quand on me disait pourquoi tu as fait ça, ben, j'ai dit, c'est le début de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose que je connais pas. Je viens d'investir, moi, physiquement, dans une grande épreuve de course qui, des fois, a été difficile. Tu sais, des fois, c'était tough. J'étais dans des places qui n'étaient pas évidentes, genre à Sagard, dans le petit Saguenay. Écoute, j'étais tout seul au monde, puis je commençais à avoir peur des ours. Là. Et puis, cet investissement-là, que je savais très bien qu'elle allait porter fruit, mais il m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Je voulais pas avoir de sponsor. Je voulais pas être dépendant de qui que ce soit, ni d'un réseau, ni d'un commanditaire. Et puis, tout d'un coup, ça a fait boule de neige. Puis là, je me fais offrir des affaires qui sont liées directement à cet investissement-là, qui m'a pas coûté grand-chose finalement parce que je dormais chez l'habitant. Ça m'a coûté 3 paires de running shoes, 4 paires de running shoes. Et puis, je dormais chez l'habitant, puis on mangeait ensemble, puis on courait ensemble, puis on avait du fun. Puis, tu sais, je prenais l'autobus voyageur, j'allais jusqu'à Jonquière, partais avec mon chum, on allait courir jusqu'à Tadoussac. Puis, tu sais, c'était quelque chose qui je savais que dans l'avenir, ça allait porter fruit, mais c'était surtout quelque chose que je chérissais. C'était une passion que j'entretenais pendant le moment que je le faisais. Puis ça, quand tu fais quelque chose qui est vrai puis qui te ressemble, ça inspire d'autres mondes parce qu'ils se disent « Ah, c'est que ça a l'air d'être fun, sa vie, man. Il a l'air d'avoir tellement de fun. » J'avoue, je suis un peu jaloux, là. Il me semble que c'est pas compliqué, tu sais. Hey, moi, je me levais le matin, je dormais, je sais pas chez qui. Tu sais, puis je me réveillais dans un nouveau lit chaque matin, puis la journée recommençait. Puis là, j'arrivais sur le coin de la rue où j'avais dit « Hey, on va repartir de là. » Puis là, il y avait 12 personnes, un club de course, où il y avait 0 personne. Mais là, en chemin, tout d'un coup, ça gonflait, puis il y avait du monde avec des cartus, puis là, tu sais, à un moment donné, au lac, on était comme une trentaine. C'était fantastique. Je courais en avant de ces 30 personnes-là à un moment donné, puis je les entendais toutes se parler ensemble. Puis je me disais, hey, si ça n'aura servi qu'à ça, ce que j'ai entrepris, là, ça aura valu la peine parce que tous ces gens-là qui se seraient jamais parlé, qui se seraient pas rencontrés forcément, ils sont là en train de se jaser, de courir au soleil au bord du lac Saint-Jean, avoir du fun. On s'en va dans une micro-brasserie à 4 heures, on va avoir un party. Puis tout ça n'existait pas à matin. Tu sais, puis c'est ces moments-là qui, pour moi, sont plus précieux que n'importe quelle réussite financière. C'est d'arriver à créer quelque chose qui est à la fois inspirant puis qui va me permettre d'aller un peu plus loin dans quelque chose que je connais pas. S'il y avait rien de prévu. Puis cet été, là, tout d'un coup, ça prend forme. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va devenir. Ça va être un grand défilé à travers le Québec de bonheur, puis
puis de rencontres, puis c'est beau, ça. Puis ça vaut tout l'argent du monde, tu sais. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de te revoir. Je sais que tu étais de passage au temps des fêtes dernier, mais Bruno Blanchet, on a vraiment hâte de te revoir cet été. Puis, on voulait te dire merci aussi pour l'entrevue. On va pouvoir te voir on va pouvoir te voir dans les vacances de Monsieur Bruno, saison 4. Et tu continues aussi le balado, l'Académie de voyage de Bruno Blanchet? Le dernier épisode va être en ligne quelque part cet été, on m'a dit. Puis on va pouvoir te voir. De l'enregistrer. Ouais. On va pouvoir te voir aussi être le Forrest Gump du Québec cet été, si je comprends bien. Cours, Bruno. Cours, Bruno, cours. Cours comme t'as jamais couru. Et moi, j'aimerais ça faire un stand de poutine à un moment donné entre 2 haltes de course. Écoute, l'année passée, on a eu des stands de toutes sortes d'affaires, mais jamais de poutine. On a eu un super stand de gin au Témiscouata qui nous a retardé de 2 jours, mais... Merci beaucoup, Bruno Blanchet. Yeah. Merci à vous. T'es un road warrior, je le confirme. Merci. Cool. Bye. Bye. À bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Aujourd'hui, je vous parle de ce qu'on appelle les red flags, des drapeaux rouges. Donc, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes censés avoir du flair en affaires et vous avez beaucoup de relations humaines, c'est-à-dire avec des employés, des fournisseurs, des clients. Moi, je veux savoir si vous êtes bon pour éviter les pièges. Est-ce que vous êtes facile ou difficile à berner? Est-ce que vous êtes capable de justement voir quels sont ces petits drapeaux rouges-là quand vous rencontrez quelqu'un? Je vais commencer avec Noah. Oh! De plus en plus, il y a quelques personnes dans mon passé qui ont vraiment réussi à Se faufiler. Se faufiler, oui, c'est bien dit. Mais avec l'âge vient un peu de sagesse et je comprends et je vois de plus en plus certaines caractéristiques qui donnent que je mets moins de confiance dans les gens. Du name dropping, déjà quand je rencontre quelqu'un et les premières choses qui sortent de leur bouche, et je connais telle personne, et j'ai soupé avec telle personne, et j'ai pris un café avec telle personne. C'est like, j'ai pas besoin de savoir tout ça. Alors, OK, qu'est-ce que vous êtes en train de vraiment dire? Mais aussi, quand les gens sont trop prêts à faire un partenariat tout de suite. Je me souviens, j'étais invité à une rencontre, première fois avec une autre consultante. Et même avant de dire bonjour, comment vas-tu, elles disent like, OK, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on a un partenariat? On collabore comment? Like, trop vite. Non. Je te connais pas, man. Alors, pour moi, ce sont juste 2 petits indices. Étienne? Ben, moi, c'est vraiment des bons points. Puis, en fait, surtout avec des employés ou des futurs employés, des personnes qui parlent au vous. Ah, vous devriez faire ça, vous. Alors qu'il y a quelqu'un qui te parle au nous. Ah, nous, on pourrait faire ça ensemble. Déjà, j'aime ça voir comme la personne qui se projette ou un employé, surtout quand ça fait 6 mois qu'il travaille pour ton entreprise, puis qui dit, vous pourriez faire ça. Pourquoi tu t'impliques pas tant là-dedans, toi? Pourquoi tu t'exclus de ta suggestion? C'est louche. C'est très, très louche. OK, j'avais jamais pensé à ça. Carlo, est-ce que tu as des indices? Ben moi, ceux qui font juste citer des citations qui viennent de livres, comme Étienne. Red flag tout de suite. Non, mais tu sais que j'ai pas de contenu, c'est pour ça. Ben, c'est ça. Fait que vous savez que ceux qui citent des livres. Non, sans blague, la meilleure façon de pas se faire berner, c'est de rien faire. Ce que ça veut dire, c'est quand tu es entrepreneur, tu finis toujours... Ça vient avec l'expérience. Tu sais, c'est comme, tu peux pas juste éviter tout, parce que ça veut dire que tu fais pas grand-chose ou tu prends pas les risques qu'il faut. Il faut gérer cette ligne-là. Puis moi, il y a 2 catégories. Il y a les mauvaises personnes. Tu sais, les voleurs, les tricheurs, ceux qui détruisent les choses. Eux autres, là, c'est comme, fie-toi à ton instinct. C'est mon meilleur... Moi, je l'ai vécu quelques fois, puis des fois, j'ai fait confiance à mon instinct, fait que j'ai probablement évité quelque chose. Puis les fois où j'ai pas fait confiance à mon instinct, 1 an plus tard, je m'étais dit, je m'en souvenais de comment je me sentais, puis je l'avais pas écouté. Puis j'aurais dû m'écouter. Puis je vais rebondir là-dessus parce que j'ai fait un cours d'université qui m'a vraiment servi en affaires. Puis on s'entend, j'ai étudié en biochimie. C'est psychopathologie. Puis en psychopatho, quand tu étudies le trouble narcissique, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça. Oui. Avec le pervers narcissique, quand tu t'apprends à l'identifier, stay the fuck away.
Fait qu'elle allait acheter des livres sur les pervers narcissiques. Il y en a beaucoup d'ouvrages, je peux le dire. Là. Mais ma deuxième catégorie, Oui. c'est le plus dur, je trouve. C'est sûr que, pas nécessairement des mauvaises personnes, mais c'est une mauvaise personne pour toi. Mais peut-être qu'elle l'était il y a 2 ans. Fait que là, tu travailles avec cette personne-là comme employé, comme partenaire d'affaires. Mais 3 ans plus tard, elle a évolué, tu as évolué, puis c'est plus la bonne personne pour toi. Puis elle peut détruire ce que tu es en train de bâtir. Ça, c'est les plus durs parce qu'encore là, ton instinct va avoir un trigger à un moment donné, puis tu te dis, ah, ça marche plus. Mais c'est encore plus dur à laisser aller parce que tu es dans une relation avec eux. Ça fait pas d'une mauvaise personne, mais c'est plus la bonne personne pour toi à ce moment-là. Mais mon conseil, faites confiance à votre instinct malgré tout, qui se développe au fil des années puis au fil des rencontres. Ben, merci à vous 3. C'est maintenant le temps de passer à notre CA. La thématique de cette semaine, on vous l'a mentionné, c'est Road Warriors parce que pendant longtemps, le magazine américain Fortune publiait dans chaque numéro une chronique qui se nommait Road Warrior, où un PDG partageait ses trucs sur l'art de voyager en affaires. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est à votre tour. J'aimerais ça que vous me nommiez quelques conseils, justement. Étienne, ben, en fait, même, je vais commencer comme ça. Qui voyage le plus dans vous 3? C'est clairement Noah. C'est Noah maintenant, ouais. Noah? Oh, ouais. OK. Oui, je pense à chaque semaine, je me déplace pas à travers le Québec. Je suis dans une autre ville de Amos à Victoriaville, Tremblant. Hey, c'est glam. Mais là, ça, c'est pas, c'est pas un road warrior, là, je m'excuse. Non, mais Ben, t'es sur la je route. prends la route. Non, mais t'es sur la route quand Ben même. oui. T'es pas chez OK. vous. Tu couches Non, c'est ça. ailleurs. Ah non, OK. c'est ça. Je couche dans les hôtels, je reste ailleurs. Mais aussi, j'ai vécu beaucoup de temps en Afrique. Dans les années précédentes, dans les dernières 5 années, j'ai vécu au moins des séjours j'ai vécu au moins 10 séjours en Afrique. Et le plus long, c'était de 6 mois. Alors, tu apprends à gérer ton business à distance et des petits trucs. Moi, personnellement, la chose qui est le plus difficile, c'est de gérer le décalage horaire. Au Québec, il n'y a aucun problème. Quand tu es en Amérique du Nord, il n'y a aucun problème. Mais dès que tu vois un décalage de 5 heures et plus, et tu dois autant gérer le business au Québec et en Afrique. Et d'être efficace en arrivant. Et d'être efficace Ouais. en même temps. Et t'as pas le temps pour le jet lag. Il faut vraiment bouger. Et les journées, ça commence à compter de 10 à 12 heures. Ouais. Parce que la journée au Québec, ça commence à midi et ça continue jusqu'à 20 heures. Et il y a évidemment des décalages horaires qui sont à notre avantage. Il y en a d'autres qui le sont moins avec le Québec. J'imagine Oui. quand on va dans l'Ouest, c'est terrible parce qu'on a un réveiller. retard sur la journée. Il faut se lever tôt en temps. Puis en France, ben, tu as un avantage parce que tu as 6 heures d'avance et ainsi de suite là, quand on s'en va dans Puis cette en Asie, direction. c'est la mort. En Asie, là, c'est 12 heures. Là, ça, c'est... Puis la question se pose sur le voyage, les voyages d'affaires parce qu'avec les outils technologiques à distance, le Zoom, le Google Meet, pourquoi est-ce qu'on ferait des voyages d'affaires? Tu sais, c'est quoi l'objectif? Puis les statistiques sont quand même assez poignantes là-dessus, que pour chaque dollar investi en voyage d'affaires, on estime que c'est 12,50 de retour sur investissement. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Comment ça, c'est aussi rentable? Puis en fait, c'est vraiment le contact face-to-face, en personne. On dit que 64% des professionnels pensent que le contact direct pour instaurer un lien de confiance est plus efficace que n'importe quel autre moyen. Quand c'est en email, personne. Quand c'est en personne. C'est 100% vrai. Quand je voyage, avant de signer un contrat, même ici au Québec, ça prend que je serre le main en personne. En Afrique, si tu n'as pas pris le temps de vraiment s'asseoir devant quelqu'un, prendre un café ensemble, serrer leurs mains, vraiment prendre le temps de parler de leur famille, il n'y a pas de business à faire. Et je connais plein de Québécois qui essaient d'ouvrir des portes en Afrique en juste faisant des cold calls ou appeler des gens, aller sur une mission et dire, OK, on va ouvrir. Ça marche pas. Ça marche pas. Même Bruno Blanchet le disait précédemment, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de connaissance de la culture dans laquelle on se déplace. Ben oui. Fait que déjà là, en partant, tu sais déjà qu'il faut que tu te promènes, au lieu de commencer à faire des téléphones, tu as une petite longueur d'avance sur la concurrence. Ben ça, c'est mon truc à moi. C'est d'investir dans de la bouffe. Fait que comme ça, tu es sûr d'avoir un lien avec la culture locale. Tu vas souper, tu vas manger, tu prends le temps de vraiment vivre la culture. Ça te force à te connecter avec les gens locaux. Puis en même temps, en sortant de l'avion, tu as tout le temps faim. Fait que... Carlo? Oui, mais je suis d'accord avec ce que les gars disent, hein, parce qu'un meet ou un Zoom d'une heure, tu dis des choses, souvent tu restes factuel, rationnel, tu as des échanges. Quand tu rencontres la personne pendant un après-midi en France, moi je suis plus en Europe que j'ai voyagé ou que je voyage, je veux dire, il y a plein d'affaires qui se disent qui ne viendraient jamais dans un Zoom. Fait que tu en apprends sur la famille, tu en apprends, tu as le contact humain. On est des animaux, là. Fait que se sentir, là, c'est important. Se toucher, c'est important. Puis ça, c'est pas une longueur d'avance, c'est 1000 longueurs d'avance sur ton concurrent ou l'autre client
qui veut faire affaire avec cette personne-là. Puis moi, ça fait 12 ans que je fais des affaires en Europe. J'ai eu une entreprise longtemps là-bas. Maintenant, je le fais avec des partenaires. Fait que moi, j'ai souvent voyagé 3-4 fois par année en Europe. Là, maintenant, c'est plus 1 ou 2 fois par année. Post-COVID, moins. Là, je suis retourné... j'étais allé la veille de la COVID a commencé, puis je suis retourné en septembre dernier. Puis si c'était juste de moi, pas d'enfants, pas de famille... C'est 4 à 6 mois par année que je serais principalement en Europe. Là. Ouais. Je travaillerais à distance, je serais sur la route. J'ai comme un côté voyageur dans l'âme, mais pas voyageur comme Bruno, genre des pays reclus, pas d'eau courante. Moi, c'est plus l'Europe. Là, mon père est italien. C'est comme je me sens un peu chez nous là-bas. Mais je me suis promis de jamais rater ma famille. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas des conséquences à ça. Juste, moi, quand je fais des voyages, c'est maximum 7 à 9 jours. Au-delà de 9 jours, je veux dire... C'est en train d'exploser chez nous. Là, puis j'ai 3 gars, c'est intense. Si je pars 7 jours, puis je reviens, ma femme est épuisée, mes gars sont aussi chamboulés, mettons, là, de ce changement-là. Moi, je pars fatigué, je reviens fatigué. Je peux pas partir plus longtemps, puis ça me va. Je l'assume, puis je me dis, moi, quand je vais avoir 50 ans, mes gars vont être adultes, puis j'en ferai plus de voyages à ce moment-là. Mais ça reste comme un... Des fois, quand je me couche le soir, là, je pense à ça. Hey, si j'étais 3 mois en Europe, j'aimerais ça. Mais je le fais pas parce que c'est comme la conciliation travail-famille devient impossible. Et la question, c'est aussi de savoir comment votre entreprise roule quand vous n'êtes pas là. Ouais. Je pense que c'est assez important. Mieux, c'est exact. Ouais. Mieux? Non, pas du tout. De quoi tu parles? Dans mon cas, peut-être que ça dit quelque chose sur mon style de management. Mais non, mais en fait, Noah, toi, t'allais dire, toi, c'est plus... Non, mais j'allais rebondir sur ce que Carlo disait. Like, oui, pour la famille, c'est une chose, mais aussi tes employés sont comme tes enfants. Et quand t'es pas prêt... Oh non, ils sont pas comme mes enfants. Ben oui, toi, t'aimes tes employés. Tous ceux qui disent que l'entreprise, c'est une... Tous s'asseoir dans une salle qui dit « bonne fête », Tous ceux qui disent que l'entreprise, c'est une famille, c'est de la bullshit. C'est pas vrai. C'est absolument... Ben, je sais pas comment ça fonctionne ta famille, mais... C'est un autre débat. Comment gérez-vous votre business? Tout le monde, parce que... Non, mais c'est exactement ça. Et c'est un peu comme on dit en anglais, like, when the cat's away, the mice will play. Okay. Et c'est vrai. Like, vous avez vu la différence quand vous partez? Absolument. Les gens sont un peu plus relax. Like, déjà, on commence à prendre des reculs sur des initiatives. Moi, je suis très sévère d'être à l'heure pour tous les meetings. Et je vois, like, quand je reviens d'un voyage, like, les gens commencent à arriver 2 minutes trop tard. It's like, qu'est-ce qui arrive? It's like, oh oui, t'es là maintenant. Like... Mais on l'a vu pendant la pandémie, en fait. C'était Ubisoft qui disait tous les employés disent qu'ils travaillent plus parce qu'ils sont en mode hybride ou en télétravail, mais tous les jeux vidéo étaient en retard. Fait que, tu sais, la perception d'un employé de dire oui, je suis plus souvent connecté, mais finalement, les deadlines arrivent moins. Puis ce qui est fascinant pour le voyage d'affaires, c'est de regarder l'impact de la pandémie, ce que ça a eu. Parce qu'au pire de la pandémie, c'était 90% des voyages d'affaires qui étaient annulés, qui n'avaient plus lieu. Donc, quand on pense que la rentabilité que ça a pour une entreprise, quand tu as 90% de ton moyen de vente qui n'a plus lieu, c'était, soyons pas surpris de la récession qui s'en vient ou qu'on vit. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que selon les statistiques de McKinsey, 80% seraient revenus. Donc, on voit en ce moment. Mais ça l'a transformé, ça l'a changé. Puis moi, c'est là que les gars, je serais curieux d'avoir votre opinion, si vous pensez emboîter ça. Parce que là, on est plus dans un mode de workation ou de ce qu'on appelle le workation ou le bleisure, le business and leisure ou le work and vacation. C'est comme les deux termes à la mode. Là, moi, tu vois, j'ai une employée clé de mon entreprise qui est partie aujourd'hui dans le sud avec son conjoint qui était à la retraite. Avec son laptop ou... Ben oui. Okay. Elle travaille pas à 100%, mais genre 60%. Puis moi, je laisse aller comme dans « je fais confiance au monde ». Si j'avais pas confiance qu'elle travaillerait pour vrai, si je donne pas cette flexibilité-là, là, on est en pénurie de personnel. Ben oui, aussi, ça, c'est un facteur hyper important. Il faut qu'elle reste productive. Il ne faut pas tolérer n'importe quoi, mais ça ne me dérange pas. Puis moi, comme entrepreneur, j'ai eu la chance de faire 2 fois des voyages en famille. Fait que, tu sais, la moitié du voyage, je travaillais beaucoup. L'autre moitié, avec mes gars puis ma femme, on se promenait. On est allé en Suisse, en France, en Italie. Ça, c'est tu sais, comme entrepreneur, c'est très cool là, de pouvoir dire, OK, ben quand tu peux, là, tu pars en famille le plus possible. Il y a rien qui vaut un voyage en famille pour sortir de sa zone de confort puis vivre des expériences extraordinaires. Fait que comme entrepreneur, vous avez la chance de faire ça. Go, là. Ben moi, je l'ai fait avec mon père, tu vois. J'ai fait l'inverse. Moi, je suis allée en Asie avec mon père qui travaillait là-bas, mais qui a amené toute la famille. Puis je m'en souviens encore. Fait que juste pour te dire à quel point
de l'autre côté, c'est aussi payant. Ça m'a juste amené comme mon enfant la prochaine fois, si tu veux. Amène-moi en Italie, Carlo. C'est un peu weird, la gang. Ma femme va trouver ça weird. On va mettre Catherine est couchée dans la valise. Mais tant qu'à se payer un billet d'avion, profitons-en. Puis c'est ça, de rajouter quelques jours avant, Absolument. quelques jours après. Moi, ça a toujours été comme ça que je décrochais. Parce que, c'est sûr, en 2018, j'étais platine aéroplan. Ouais. J'avais pris l'avion 160 fois dans l'année. C'était comme ridicule. J'avais mon carry-on qui m'attendait, qui n'était jamais défait chez nous. Mais comment je suis resté sain d'esprit là-dedans? C'est tant qu'à y être, allons visiter, allons voir. Puis sinon, de voir la Chine, mais de la vide d'un autobus parce que tu ne vas pas à la Grande Muraille, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un petit bonus d'être entrepreneur et d'être tout le temps sur la route comme ça. Puis Bruno Blanchet l'a dit, c'est extrêmement dur pour les relations humaines, la conciliation travail-famille. Noah, ça me surprend en fait que tu sois fiancé, marié maintenant, en fait. Non, pas encore. Tu voyages le plus. Mais elle est prête à venir. On s'est rencontrés à Abidjan, en fait. Alors, c'est une Québécoise qui était à Abidjan pour un voyage d'affaires et on s'est vu là-bas. C'est OK, on Fait va au que tu as Québec. la compréhension de ta douce moitié. Oui, c'est absolument. C'est vraiment du pleasure. C'est le pleasure à son... Mais je suis d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire. Et quand je voyage en Afrique, je voyage souvent sur Royal Air Maroc et je prends toujours un arrêt à Casablanca de 10-12 heures. Et je m'arrête à un hammam, je prends mon déjeuner sur le bord de Méditerranée. C'est magique et c'est juste 12 heures à Casablanca. Ça m'a fait tellement du bien. Je retourne sur l'avion et j'arrive à Montréal complètement relax. Amen. Mais pas reposé. Alors, c'est déjà la fin de notre épisode des Dérangeants. Merci à notre invité Bruno Blanchet. Merci à vous trois aussi, Carlo, Étienne et Noah. Ça a été un vrai plaisir. Merci, Kat. C'était Catherine Beauchamp et je vous retrouve très, très bientôt pour un prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!